Il m'a été demandé de présenter ce qu'était l'apprentissage en Île-de-France et nos réflexions à l'aube de cette réforme, les réflexions évidemment des régions, mais des partenaires qui ont déjà l'habitude de travailler en étroite relation avec d'autres partenaires. Et Robert l'a très bien dit, on est dans un écosystème assez complexe qu'on arrive à faire avancer, notamment nos collègues de l'État, du ministère du Travail, du ministère de la Cohésion sociale, Agriculture, Éducation nationale, avec lesquels on construit depuis de nombreuses années une carte de formation qu'on espère adapter aux besoins. Alors là aussi, Robert, vous avez tout à fait bien posé le sujet de la réforme. On est et on partage les principales pistes qui ont été déposées. Qu'est-ce que la formation initiale aujourd'hui? Quelle modalité de gouvernance? On aura l'occasion d'en reparler pour l'apprentissage, qui vont probablement être abordé le long de cette matinée, et comment adapter l'apprentissage, parce que vous l'avez vu, dans le modèle dont le cadre a été posé en 1971, et qui doit être aujourd'hui adapté à la réalité du besoin, à la réalité des jeunes. On a des profils différents, on a des situations économiques totalement différentes, on a un système d'apprentissage, et c'est l'objet de la présentation, qui aujourd'hui ne correspond plus à l'apprentissage de 71, même avec les évolutions où il s'agissait d'un diplôme de premier niveau. Voilà. Aujourd'hui, on est bien au-delà de ça, et voilà pourquoi une réforme est nécessaire. Alors, l'apprentissage en Île-de-France. Bon, l'apprentissage, comme l'a dit encore une fois Robert, c'est une compétence régionale, c'est une compétence qui a été affirmée, enfin donnée en 82 et qui depuis a toujours été réaffirmée. C'est pas un hasard, c'est qu'au niveau régional, c'est le niveau territorial où les besoins des employeurs, la demande sociale, c'est-à-dire ce que veulent faire les jeunes, se rencontrent le plus aisément. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle la région a toujours été identifiée comme le pilote de cette politique. Au départ, c'était une politique, c'était la partie formation professionnelle initiale, la partie apprentissage, et progressivement, ce périmètre s'était élargi à la formation professionnelle en général, avec d'autres modalités. Et c'est bien parce qu'on a des arguments positifs, hein, des expériences positives à présenter, que le législateur a confié des compétences supplémentaires. Donc, l'apprentissage, c'est les conventions portant création de CFA. Nous avons un futur CFA dans l'Assemblée. La subvention globale de fonctionnement, on parlera du financement. C'est vrai que nous, on intervient, on a à peu près 300 millions d'euros pour financer le fonctionnement des CFA, et ça ne correspond qu'à un tiers uniquement sur le fonctionnement de la réalité du besoin, le reste étant apporté par les employeurs. Tout ça, vous l'avez vu tout à l'heure. La carte des formations, on y reviendra parce que c'est vraiment un sujet d'organisation, de développement économique, hein, et le paiement des primes aux employeurs d'apprentis. En Île-de-France, on va au-delà de ce périmètre qui nous a été confié par le législateur, puisqu'on intervient dans l'investissement avec des moyens quand même substantiels. On parle de 30 millions d'euros par an, voire plus, et on vient en complément des différents programmes tels que le PIA qui est piloté par l'État. On a des dispositifs importants sur la sécurisation des parcours, en lien avec la formation professionnelle, nos collègues, ou en lien avec d'autres partenaires État, et le soutien aux apprentis et à la qualité de l'alternance en général. Sur nos engagements de la mandature, 100 000 apprentis, 20% donc, des effectifs qui sont visés au niveau national. D'une manière générale, en Île-de-France, on est 20%. C'est un chiffre comme ça c'est assez facile à retenir. Donc on a 20% des apprentis. On souhaite également un rééquilibrage des premiers niveaux par rapport au niveau supérieur. L'idée, c'est de ne pas dévaloriser le supérieur, de ne pas développer le supérieur, mais c'est de faire en sorte qu'on crée des vraies filières de formation. On accueille les jeunes là où ils sont et on les amène au plus loin de leur qualification et de leurs compétences. Et on n'ouvre pas simplement sur du supérieur parce qu'il y a une demande. On fait en sorte d'accompagner les jeunes au plus loin. Nous, on a une structure d'emploi qui est telle que de toute façon, on aura toujours beaucoup d'apprentissage dans les formations supérieures. L'idée, c'est, encore une fois, de s'intéresser aux publics les plus... à l'ensemble des publics. Donc une carte des formations initiale réactive, on reviendra là-dessus. La qualité de l'alternance, la sécurisation des parcours, on l'a vu.
Un pilotage régional, c'est important, c'est une spécificité de la région qui est basée sur l'autonomie des CFA. C'est-à-dire qu'on va, je vais vous le présenter après, on va définir d'un contrat qu'on appelle le contrat de performance, sur lequel on s'entend sur des objectifs et après les moyens d'atteindre ces objectifs. Bien entendu, on va les suivre, mais c'est au CFA, parce qu'il dépend d'un organisme gestionnaire composé de professionnels, de professionnels des branches, de professionnels sectoriels, mais aussi de professionnels de l'éducation. C'est au CFA de définir les moyens pour atteindre ces objectifs partagés avec la région et avec l'État. Et bien entendu, et ça c'est dans l'air du temps, une simplification des procédures régionales. Donc on espère qu'on ira au-delà du régional, mais du national. Donc le contrat de performance, on est bien sur un contrat entre le CFA et la région. Encore une fois, le CFA en tant qu'entité globale, c'est une entreprise, c'est des représentants des employeurs, des représentants de fédérations qui s'entendent, avec lesquels on va s'entendre pour développer l'apprentissage. Donc des indicateurs, je vous les cite assez vite parce que ça peut aussi éclairer le débat tout à l'heure. Un indicateur financier, l'idée c'est de faire plus avec autant, je ne dis pas moins parce que sinon, effectivement de rendre notre dispositif très efficient avec des coûts de formation affichés sur un calcul très compliqué, donc on s'en sort quand même, de manière à ce que les choses soient très transparentes, le coût de la formation soit transparent, et encore une fois que l'argent de l'apprentissage aille à l'apprentissage le plus efficacement possible. On rappelle les développements des effectifs, un taux de remplissage de chaque section optimisé. Bon là c'est aussi un impact sur l'efficience du système. Plus on a de jeunes dans une section et plus le coût est adapté aux besoins, normalement baisse. Un taux de rupture de contrat d'apprentissage, on a sur la qualité, comment nous on va accompagner les CFA pour que leurs maîtres d'apprentissage soient complètement impliqués dans la formation de leurs jeunes, qu'il y ait le moins de rupture de contrat possible, comment on les prépare en amont pour qu'ils répondent tout de suite aux attentes de leurs formateurs et de leurs employeurs. Un taux de réussite aux examens qui doit être visé, mais qui est forcément pondéré par la qualité du public accueilli. Demain, n'importe quel CFA est capable de faire 100% de réussite aux examens. C'est facile, on fait une sélection de malades. Sauf que nous, ce n'est pas notre idée. L'idée, c'est comment on accompagne l'ensemble des jeunes qui ont fait un projet, enfin qui ont fait le choix d'aller vers une formation, vers une réussite. Et donc c'est pour ça que on a aussi des indicateurs qui portent sur la qualité des publics accueillis. On l'a vu, les jeunes en QPV, les jeunes en situation de handicap. Voilà. Un taux d'insertion dans l'emploi. On est bien sur la logique d'une formation efficiente. Et voilà, j'ai parlé de la diversification du public. Donc concrètement, en Ile-de-France, 131 CFA, enfin voilà, 82 000 apprentis, un taux de jeunes en premier niveau qui est autour de 20%, qu'on maintient avec détermination. C'est vrai que si on n'avait pas des outils de soutien des CFA sur ces niveaux-là, parce qu'on a développé les titres aussi comme premier accès à la formation, parce qu'on a fait le choix de rentrer dans l'expérimentation 30 ans, parce qu'on simplifie les modalités d'ouverture, alors on peut accueillir des jeunes sur ces premiers niveaux. Et effectivement, notre structure d'emploi est telle qu'on a presque 60% des jeunes qui sont dans des formations de service. Voilà, ça c'est une courbe que vous avez l'habitude de voir. Je voudrais juste vous la présenter sous un angle, vis-à-vis de la réforme, sous un angle qui permet de dire, on voit les infléchissements. Les infléchissements, il y a des raisons endogènes et des raisons exogènes. Le premier infléchissement 2010, il est lié à la réforme de la voie professionnelle. La mise en œuvre du bac pro 3 ans, on ne va pas revenir dessus, mais ça a été catastrophique. Et puis, la baisse des redoublements a une incidence aussi sur 2012-2013. C'est-à-dire ce qu'on a identifié, enfin, les réformes de 2009 ont des incidences plus lointaines. Et puis, il y a l'effet des crises qui ont un impact sur les portefeuilles des employeurs qui, évidemment, ont été plus frileux pour accueillir les apprentis. Pour autant, on voit une augmentation récente et qui, normalement, se poursuit. Je ne voudrais pas être... enfin voilà, je ne veux pas lire dans les boules de cristal, mais néanmoins, ça devrait s'améliorer, au moins en flux. C'est-à-dire qu'en stock, on va encore avoir des difficultés à absorber les difficultés des années précédentes, mais on accueille normalement plus de jeunes cette année qu'on en a accueilli les années précédentes.
Et là, c'est effectivement une mobilisation de tous les acteurs au niveau local qui a permis de voir ces effectifs augmenter. Alors certes, on est sur une situation économique améliorée, ça c'est net, hein, on ne va pas non plus le nier, mais aussi on est sur une mobilisation de tous les acteurs, on pourra le voir, qui a une incidence sur le nombre d'accueils de jeunes. Ce graphique, très vite, on s'en fiche un peu de la répartition, simplement l'apprentissage c'est du premier niveau, enfin c'est du niveau 5 au niveau 1. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer définitivement dans la réforme. On n'est plus sur un apprentissage diplômant sur les premiers niveaux. On ne fait pas que du CAP et du bac pro. On fait, comme l'a dit Robert, du titre, du CAP, du titre d'ingénieur. Nous, on a des formations à l'ESSEC, on a des formations à l'agro, on a des formations dans les grandes écoles. Martine sera là pour nous présenter tous ces projets. Et l'idée, c'est de monter avec ces grands opérateurs des filières qui permettent de valoriser l'apprentissage. Donc, ce qui veut dire derrière que tout notre modèle de contrôle doit être aussi réinterrogé. On va parler probablement du SAIA, les SAIA qui ont un rôle nécessaire, mais qui finalement ont un périmètre qui normalement s'arrête en BTS. Or, notre offre de formation, vous l'avez vu, 60% de notre offre, elle est sur du niveau supérieur. Comment on organise tout ça et comment on intègre l'évolution de l'apprentissage à ce niveau-là aussi, dans le contrôle et le suivi des CFA. Là, c'était juste pour vous illustrer le partenariat, la gouvernance qu'on a réussi à mettre en place en Ile-de-France, mais dans toutes les régions. Là, on s'est rendu compte cette année qu'on avait, enfin les années précédentes également, mais là on l'a systématisé, on avait des contrats dans les CFA sans jeunes. Donc on a mobilisé avec les développeurs territoriaux qui sont présents dans la salle, enfin pas que ceux qui sont présents dans la salle, on a mobilisé l'ensemble des prescripteurs, tous nos partenaires, pour essayer de faire en sorte que tous les jeunes qui sont actuellement en recherche d'emploi puissent avoir l'information qu'il existe des offres disponibles de contrats en CFA avec une formation, et ça a très bien marché. On a eu 500 personnes sur la totalité, enfin, en un mois, sur 8 ateliers, des CFA bien entendu, mais des missions locales, Pôle emploi qui s'est fortement mobilisé, des missions locales qui se sont fortement mobilisées, et un certain nombre d'acteurs issus de l'éducation nationale. Et donc on voit apparaître, vous pourrez peut-être témoigner, hein, vraiment une valorisation de ce qu'est l'apprentissage, un accueil de jeunes avec tout type de profil. Et on fait la même chose avec les jeunes sans contrat, c'est-à-dire des jeunes qui ont été accueillis. Alors il y avait à peu près 3000, 2500 offres de contrats disponibles dans les CFA, et on a à peu près 6000 jeunes aujourd'hui qui sont accompagnés par les CFA, et qui cherchent encore un employeur. Et là, ce sont les employeurs, les fédérations professionnelles qu'on essaie de mobiliser grâce à tous nos partenariats avec les OPCA, avec les fédérations, pour que ces jeunes qui font l'objet d'un réel suivi par les personnels de CFA puissent aller au bout de leur projet, voilà, et signer un contrat. Et l'idée étant, la pire étant qu'un jeune qui a passé la porte d'un CFA parce qu'il a cette volonté se retrouve sans solution d'orientation. Sur la carte des formations, très vite, ça a été réaffirmé par les différentes lois. C'est un travail en partenariat, mais dont on assume le pilotage et qui a été réaffirmé. C'est important que ce soit au niveau régional, que ce pilotage, cette gouvernance, avec l'ensemble des partenaires que j'ai cités tout à l'heure et que Robert a donné également, soit réaffirmé. Ce que pourrait apporter la réforme, du point de vue de la région bien entendu, mais qui croise énormément ce qu'a dit Robert Dufour suite aux travaux qu'il a réalisés avec les différents CFA. On l'a vu, la région aujourd'hui, c'est 30 ans de compétences décentralisées, c'est effectivement des effectifs qui ont doublé, des taux d'insertion qui ont été améliorés, des taux de réussite aux examens qui sont améliorés. Enfin bon, on va pas faire. Globalement, on est assez content. On sait que les pistes d'amélioration sont nombreuses, mais néanmoins, on part d'un constat que ce travail en collaboration a porté ses fruits. Donc il faut vraiment, en premier point, renforcer le pilotage régional, c'est le garantir, le maintenir. Évidemment, on est un peu juge à partie, mais on pense, les mieux placés pour organiser la carte des formations avec tous les partenaires. Bon, évidemment, il reste un certain nombre de simplifications, d'ajustements à mettre en œuvre. Alors, le premier ajustement, c'est qui en fait sera le deuxième, c'est
pardon, je me suis un peu perdue, mais donc renforcer le pilotage régional, je voudrais quand même rappeler ce que je vous ai dit un peu vite, c'est que ce renforcement, il est d'autant plus nécessaire qu'on aura réinterrogé nos modalités de suivi, de contrôle, et donc à un moment donné, vous l'avez probablement vu, on demande à ce que le corps d'inspection soit un vrai corps, et peut-être transféré, en tout cas qu'il corresponde, qu'il ne soit pas simplement éducation nationale. On a vu, on a d'autres opérateurs qui aujourd'hui ont un impact sur l'apprentissage, le supérieur, l'agriculture, le sport, l'animation, enfin bon, donc ça constitue un vrai corps avec aussi le contrôle de l'inspection du travail, pourquoi pas, pour qu'on ait une approche globale et pas simplement limitée à ce qu'était l'apprentissage en 1971. Voilà. Et puis un service d'orientation modernisé là également qui permettra d'avoir ce pilotage. Ça aussi, ça a été annoncé, c'est un des leviers pour développer l'apprentissage et renforcer la gouvernance et le pilotage régional. La deuxième piste de réforme donc, porte plus exactement sur l'adaptation des modèles pédagogiques. On a pas mal expérimenté, on a expérimenté des nouvelles modalités de formation, des passerelles, on a expérimenté des licences générales qui permettent de faire venir des décrocheurs universitaires à tout niveau. On a observé qu'à l'agro, grâce à ces expérimentations, on a un jeune qui est sorti, qui est inscrit à l'agro, donc c'est-à-dire la grande école de l'agronomie, et qui va être diplômé ingénieur. Il est sorti de 3e techno. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il avait ce parcours un petit peu bizarre, suivi par le CFA, parce qu'il n'avait pas de 2e langue. Sinon, tout le monde avait fait son travail d'accompagnement pour que ce jeune aille se présenter à l'agro. Il faut qu'on puisse également compenser ce phénomène de non-redoublement et ne pas écarter les jeunes qui auraient envie de se présenter sur ces formations en apprentissage, qui proposent une pédagogie spécifique, une pédagogie inductive, qui proposent un salaire, et qui, parce qu'ils n'ont pas l'âge, ne peuvent pas se rendre en CFA. Donc là aussi, on a des propositions, notamment sur des premières années, qui pourraient se faire sous un autre statut, mais qui seraient quand même validées. Hein, parce que pour l'instant, on a des systèmes de passerelles, mais dont la validation n'est pas forcément généralisable. La validation comme première année, j'entends. Voilà. Donc, voilà pour les grands thèmes de cette expérimentation pédagogique. Donc, effectivement, avec notre projet principal qui est la première année sous un autre statut qu'un statut d'apprenti, donc développer les parcours mixtes, mais au sein des CFA, pas forcément toujours en lien avec un lycée professionnel. La 3e proposition, c'est l'actualisation des référentiels. On en a parlé, et je pense que vous allez en parler, je ne m'attarde pas, mais on a vraiment besoin de limiter. On a combien? On a 5000 diplômes, 10 000 diplômes, on ne sait, aux qualifications, les gamins ne savent plus s'y retrouver. On a des diplômes qui n'ont pas le même nom, mais qui ont le même contenu. On a des titres, mais on les appelle master parce que ça fait plus chic. Non, c'est pas un master, ou c'est pas une licence. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'on apporte de la lisibilité à notre offre de formation. Voilà. Lever les freins réglementaires, bon, vous les avez vus, hein, l'âge, les modalités de formation, l'ouverture des titres à tout moment, pour permettre d'accéder peut-être à un diplôme ou de se spécialiser à la réalité du besoin, comme on l'a dit déjà. Et puis nous, en fait, on milite pour une stabilisation des financements, parce que 2014, c'est juste derrière nous, et qu'à un moment donné, on imagine, en tout cas, les échanges qu'on a eu avec les CFA, nous font dire qu'il faut à un moment donné apaiser, et notamment sur la partie financement. On est en capacité de couvrir les besoins à venir, et il faut vraiment que l'on limite les changements, et notamment en matière de financement qui peuvent profondément déstabiliser nos établissements. Eh bien, voilà. Merci.